bien dans son job. On parle beaucoup de cette reprise économique avec des bons résultats des entreprises, mais ce dont on parle le moins, ce sont des burn-out. La rentrée a été terrible, cette rentrée de septembre. On en parle avec Astrid Le Fur. Bonjour Astrid. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Vous êtes coach professionnel depuis 2 ans et demi, conférencière, autrice d'un blog qui s'appelle « Partage ton burn-out ». Il existe depuis 4 ans environ, 140 000 vues, plus de 140 000 vues sur ce blog. D'abord, un tout petit mot sur vous, parce qu'on ne vient pas coach par hasard. Vous êtes ingénieur à l'origine et vous avez travaillé dans l'agroalimentaire. Pour le dire abruptement, c'était un terrain d'observation du burn-out, ces secteurs dont on dit qu'ils sont souvent durs. Alors, c'est vrai qu'au début, moi, j'y étais parce que j'avais envie d'être ingénieur, de m'investir dans le développement de produits. Et ce que j'y ai découvert, alors avant le burn-out, c'est déjà le coaching professionnel. Comment est-ce qu'on se développe dans une entreprise ? C'est la première chose que j'y ai appris. Et j'y ai découvert le burn-out, alors pas au début, mais en 2016, parce que ça m'est arrivé. Vous avez traversé un burn-out. Exactement. Pourquoi ? Parce que vous aviez trop donné, sans compter, parce qu'il y a un peu de ça dans le burn-out. Il y a l'idée j'y crois, je m'investis, plus je travaille. Et puis à un moment donné, ça s'arrête, la machine s'enraye. Comment ça s'est passé pour vous ? C'est exactement ça, c'est une maladie du déni et du surinvestissement. On a une vision, on a une envie, et puis on se donne sans écouter les signaux d'alerte de notre corps qui nous dit qu'on est en train de s'épuiser et qu'on est en train de foncer dans le mur. On va parler de votre activité de coach d'accompagnement, parce que vous l'avez traversée, donc vous l'avez vécu de l'intérieur, mais comment s'est passé le regard de l'extérieur ? Parce qu'on parle souvent de ce burn-out, d'une grande souffrance, d'une grande détresse. Comment vous avez été accompagné, ou pas d'ailleurs ? Ça, c'est une très bonne question. Je pense que pour les collègues, c'est très difficile parce que c'est une place qui reste vide sans qu'on comprenne pourquoi. Souvent, les personnes se disent mais pourquoi elle ou pourquoi lui ? Parce qu'on a du mal à penser que ce sont des personnes qui sont fortes, battantes, qui vont être concernées par le burn-out. Donc pour les collègues, c'est beaucoup d'incompréhension, de ne pas savoir quoi faire. Souvent, les managers, la direction aussi ne sait pas quoi faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je les accompagne à mieux comprendre ce que c'est et à savoir comment on accompagne un salarié en burn-out. Et puis à côté, les professionnels, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des professionnels qui étaient spécialisés dans le domaine. Quand je demandais mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'en suis là, qu'est-ce qui va m'arriver, on me regardait souvent avec compassion en disant ma pauvre, ça va être long, sauf que j'avais pas de réponse. Et pour moi, c'était très stressant de pas avoir de réponse claire. C'est pour ça que j'ai créé ce blog, pour partager des informations claires sur ce que c'est que le burn-out, pour permettre aux personnes de mieux comprendre comment remonter la pente. Vous l'avez remonté, vous vous êtes reconstruite en quittant donc cet univers de l'entreprise, et vous êtes devenu coach. Aujourd'hui, c'est quoi la manière dont on accompagne une personne en détresse, en burn-out ? Parce que j'ai quand même le sentiment que quand on arrive en fin de course, c'est déjà trop tard. Quand la personne a déjà été détectée burn-out, c'est très compliqué. En fait, l'idée, c'est peut-être d'être en amont, en prévention. Comment on fait là ? Tout à fait. Moi, l'idée, vraiment, pour moi, l'idéal, c'est d'intervenir dans les entreprises avant, en prévention. Comment on fait ? D'abord, on peut informer. Je fais des conférences dans les entreprises pour expliquer ce que c'est. Quels sont les signaux que l'on voit des mois, des années parfois avant c'est quoi le moment de l'arrêt de travail ? Pour un manager, c'est quoi les éléments qui lui font dire tiens, ce collaborateur va pas bien là. C'est ça le mot, il va pas bien. Alors d'abord, il y a des éléments de profil qu'on va pouvoir reconnaître avant même qu'il n'aille pas bien. On va reconnaître ces personnes qui sont engagées, qui vont donner beaucoup d'elles-mêmes. Il y a des profils spécifiques qui vont être plus à risque. Ça ne veut pas dire qu'elles vont faire un burn-out, mais elles vont être plus à risque, donc on va pouvoir en prendre soin plus précisément. On le voit dans leur attitude. Exactement. Et puis, il va y avoir aussi des symptômes physiologiques. On va voir la personne qui va être peut-être plus tendue, les pauses comportementales aussi, les pauses déjeuner qui vont se raccourcir. Et puis, elle va commencer à être inefficace. Alors, quand on arrive à l'inefficacité, on a déjà bien atteint le corps. Donc, souvent, c'est quand même l'arrêt de travail à ce moment-là. Mais avant, il y a pas mal de symptômes qu'on peut détecter. Et c'est ce que je leur apprends en formation, du coup, pour manager ou RH. Donc l'enjeu aussi pour vous, c'est de donner les armes, les outils au manager pour qu'il puisse en amont, très en amont, le détecter. Une fois que le manager a été formé par vos soins, Astrid Le Fur, qu'est-ce qu'il fait très concrètement ? Qu'est-ce qu'il devrait faire ou doit faire ? Alors donc il y a plusieurs éléments. Il y a cette première dimension de venir détecter qui vont être les personnes les plus à risque. Et puis il y a aussi des éléments en lien avec l'environnement de travail et les causes qui génèrent des burn-out. Et c'est là clairement que l'entreprise peut jouer le plus pour identifier ce qui, dans l'environnement de travail, va être des stresseurs pour leurs salariés. Oui. Et au-delà de générer des burn-out, de toute façon, ça génère de la non-performance. Donc c'est intéressant d'y travailler en amont.
pour permettre à chacun de pouvoir donner le meilleur de lui-même. Un mot sur les fameux managers toxiques, parce que les entreprises, je pense à Michelin en particulier, qui a commencé à engager une grande réforme de ces soi-disant managers toxiques ou de ces managers toxiques. Ça, c'est un enjeu quand même d'alerter sur ces managers toxiques, parce que parfois, la direction est très embarrassée. Elle sait que ce manager peut causer des difficultés, mais hésite à prendre des mesures. Souvent, effectivement, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une connaissance de certaines pratiques qui sont toxiques ou de certaines personnes qui ont des comportements toxiques. Et en même temps, c'est difficile de le prendre à bras-le-corps. Je trouve que c'est très courageux de venir l'annoncer et je pense que c'est très aidant pour les salariés dans la confiance qu'ils peuvent avoir dans leur employeur de se dire je sais que ça a été annoncé clairement, que la posture, elle est posée. Donc, je vais pouvoir informer, parce que souvent, ça ne se dit pas. Je vais pouvoir informer quand je me sens... en posture difficile. En fait, ce que vous dites, Astrid, c'est que ça remet aussi les pendules à l'heure dans la relation parfois un peu tendue entre un manager et un collaborateur. Si la direction s'engage à rééquilibrer finalement le rapport de force, c'est de ça dont il est question, et ne pas toujours donner raison au manager, parce que c'est souvent douloureux pour la personne qui subit. Vous, les causes endogènes qui ont provoqué ce burn-out, vous les avez identifiées, j'imagine? Vous avez travaillé sur vous-même? Oui. Alors en général, il y a 6 grandes causes. Donc la première dont on entend le plus parler, c'est le surmenage. C'est une charge de travail qui est trop importante, mais souvent ça ne suffit pas. Il va y avoir d'autres causes comme le manque d'autonomie. Est-ce qu'il y a trop de processus, trop de procédures qui fait que le travail comme moi je voudrais l'organiser ne peut pas se faire? Il peut y avoir le manque de confiance. Donc quand on en parle avec Michelin, finalement il crée de la confiance, donc ça permet... Exactement. Et on libère la parole. Et on libère la parole. Oui, soudain on se dit, je peux le dire. Exactement. Et puis, il y a un autre élément qu'on trouve souvent dans les burn-out, c'est une rupture avec les valeurs. Il y a quelque chose qui est important pour moi et ce que je fais, ce à quoi je contribue, quelque part, c'est en rupture avec ce qui est essentiel pour moi. Ça génère un stress qui est chronique, qui n'est pas lié à la surcharge et qui peut générer des burn-out à lui-même. Donc sur le profil, on n'est pas allé jusqu'au bout. Vous dites qu'il y a des profils, ce sont des personnes qui sont surengagées, ça on l'a entendu. Est-ce que dans le profil psychologique, c'est quand même des personnes qui sont, je dirais, authentiques, qui sont très centrées et qui tout d'un coup se retrouvent décalées dans leurs valeurs? Ce que je dis dans les profils, c'est qu'on va trouver donc les battants, les forts, ceux qui y vont et qui lâchent pas. Les autres, ils ont lâché avant. On va trouver les perfectionnistes, ceux pour qui bien faire leur travail, c'est essentiel. Donc quand je parle de rupture de valeur, s'ils n'arrivent plus à bien faire leur travail, on se retrouve en rupture de valeur. On va retrouver les gentils, ça correspond à ce que vous êtes en train de dire, je leur donne ce mot-là. Ceux pour qui les besoins des autres sont plus importants que leurs propres besoins. C'est ceux dont on dit qu'ils n'arrivent pas à dire non. Ils ont dit oui parce qu'il faut bien le faire ou parce que ça rend service. Du coup, ils vont se retrouver écrasés par le travail. Et ce que je dis aussi, c'est qu'on va retrouver les profils atypiques, les personnes hypersensibles et les personnes haut potentiel, parce qu'elles ont un fonctionnement qui va être plus épuisant que les autres, parce qu'elles doivent s'adapter au groupe. Quelques mots, on a des chiffres en cette rentrée, alors on n'est plus dans la rentrée, on est passé déjà dans un premier trimestre presque de cette rentrée, mais il y avait en septembre 44% de personnes qui étaient en détresse psychologique. Quand on a ce chiffre, ça veut dire que ces personnes-là n'ont pas forcément été détectées. Comment on arrive à savoir qu'on est à 44%? C'est des gens qui ont tiré la sonnette, qui sont allés voir le DRH. Comment on a... Donc ça, c'est une enquête qui a été faite par OpinionWay. Ils ont pris un panel de personnes et c'est déclaratif. C'est les personnes qui se déclarent en détresse psychologique. Et ce que je trouve intéressant, si on regarde encore plus précisément sur le sujet du burn-out, c'est qu'on serait, et ça c'est un chiffre d'octobre, à 2 550 000 personnes concernées qui se disent en état de burn-out. Mais vous trouvez que ce paradoxe, vous qui avez quitté l'entreprise depuis maintenant quelques années, vous n'êtes plus, je dirais, dans le chaudron, on nous parle d'une reprise économique, l'entreprise va bien, que les chiffres sont bons, et vous êtes, je dirais, un peu en coulisses et vous dites, c'est peut-être pas aussi rose qu'on nous le dit quand même. Donc il y a plusieurs éléments. Il y a la crise qu'on a traversée qui a tendu les éléments où il y avait déjà des failles. Oui. C'est ça que je dis, c'est pas la crise qui génère des burn-out. On les avait avant en gestation. Il y avait des tensions en gestation et là le système se tend et ça explose là où il y avait déjà des failles quelque part. Et puis il y a toute une quête de sens qui s'est créée avec ce qu'on a vu. Ça c'est le Covid, ça. Ça, c'est le Covid. On s'est regardé, quoi. Et donc, sur la ligne rupture de valeur, on va retrouver des personnes qui vont se dire, mais en fait, ce que je fais n'a aucun sens. Et puis, c'est là que ça explose. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le blog Partageons notre burn-out, j'imagine qu'il y a ces questions. Enfin, vous répondez à la question que je vais vous poser, mais je vous la pose sur le plateau. La première chose que doit faire une personne qui, sans avoir tout à fait pris conscience qu'elle était en burn-out, elle sent qu'elle n'est pas bien, elle a lu quelques articles, elle vous a écouté. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Concrètement? La première chose à faire, c'est d'aller voir son médecin généraliste. C'est la personne qui pose le diagnostic et c'est la personne avec qui on a un contact très rapide.
pour voir un psychologue ou un psychiatre, souvent on attend des semaines, des mois. Et donc c'est elle qui va vous aider à définir si vous avez besoin de vous arrêter en urgence, parce que souvent, je vous l'ai dit, c'est une maladie du déni. On va attendre bien trop longtemps. Il faut que quelqu'un retire la prise. En se disant, moi, c'est pas grave. Donc, c'est important d'aller voir son médecin et de vraiment lui parler de tout. Parce que souvent, les personnes vont parler que d'un petit morceau. J'ai mon cœur qui s'emballe sans que je comprenne pourquoi. Du coup, j'ai mal au ventre. Ou j'ai mal au ventre. Mais en fait, il y a beaucoup plus que tout ça. Et souvent, les personnes ne disent pas tout le tableau. Et au médecin de comprendre que ces symptômes un peu psy. Alors, normalement, il doit interroger. Mais en même temps, on est très fort pour cacher les choses. Donc, c'est important de dire tout ce qui se passe, même si ça ne nous semble pas logique, puisque c'est le corps qui se détraque de partout. Donc, on a l'impression d'être hypocondriaque. On se dit, si je dis tout, ils vont me prendre pour une folle. Vous nous mais dites c'est important de tout dire et ça a un lien. Écoutez votre corps, parce qu'il vous envoie des signaux assez forts, et il vous parle, votre corps, c'est ce qu'on dit souvent. Donc écoutez votre corps, et n'hésitez pas rapidement, dit Astrid Le Fur, à aller voir un médecin généraliste, puis probablement après son DRH, pour essayer peut-être de faire un point un peu sur la situation professionnelle. Exactement. Merci Astrid Le Fur d'être venue nous rendre visite. Vous êtes coach professionnel, conférencière, et ce blog Partage ton burn-out, allez le visiter, allez l'écouter si vous êtes en situation, même en hésitant, c'est toujours intéressant de s'informer. Il vaut mieux savoir avant. Il vaut mieux savoir avant, ce qui permet de mieux détecter quand son corps s'exprime. Merci d'être venu nous rendre visite, Astrid. Smart et Réglo, vous connaissez notre rubrique juridique, le droit, rien que le droit, un inspecteur du travail. Oh là là là, que ça fait peur. On en parle avec Étienne Pujol.